Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. What is a bus? What is a water mollies? What is a bus? What is a water mollies? Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ouvrir la première boîte à malice de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, riche en grands et petits bonheurs, riche également en découvertes culturelles. Et puisque je vous parle de découvertes culturelles, vous le voyez, je me trouve au Centre Pompidou-Metz à l'occasion d'une exposition exceptionnelle consacrée au grand psychanalyste Jacques Lacan. L'exposition Jacques Lacan, quand l'art rencontre la psychanalyse. Plus de 350 œuvres sont réunies ici, une centaine de documents. Vous allez notamment pouvoir découvrir l'origine du monde de Gustave Courbet ou encore le Narcisse de Caravage. Alors ce que je vous propose pour cette exposition exceptionnelle, eh bien c'est une boîte à malice exceptionnelle de 26 minutes pour rentrer au cœur de la pensée de ce grand psychanalyste. On part en voyage? Allez, c'est parti! Et un voyage unique pour comprendre le rapport qu'entretenait Jacques Lacan avec les œuvres d'art. Car si nous connaissons le psychiatre et le psychanalyste, que savons-nous de celui qui fréquentait également les milieux artistiques, notamment celui des surréalistes? Que savons-nous de ses amitiés avec Georges Bataille ou Salvatore Dali, de son amour pour les œuvres d'art qui font de lui le dernier détenteur de l'origine du monde? Enfin, que savons-nous de la place que l'art occupe dans son œuvre? Afin de répondre à toutes ces questions, les psychanalystes Pascorona et Gérard Wachmann ont rêvé d'une exposition à laquelle les historiens d'art et commissaires d'exposition Marie-Laure Bernadac et Bernard Marcadet ont donné vie. Un travail à 8 mains qui permet aujourd'hui de découvrir la première rétrospective consacrée à ce grand penseur du XXe siècle, un travail dont le point de départ a pris sa source dans une déclaration de Jacques Lacan, selon laquelle l'artiste précéderait toujours le psychanalyste. Explication. C'est une phrase qu'il dit à propos du ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras. Oui. Il dit qu'il ne faut pas faire de psychanalyse de l'art parce que dans sa matière, l'artiste précède toujours le psychanalyste. Et il dit ailleurs, de l'art, nous avons à prendre de la graine et encore que l'artiste ferait la voie à la psychanalyse. Donc ça a été notre base pour travailler. Du coup, on a sélectionné à la fois des œuvres dont Lacan avait parlé, quand on a pu les avoir, mais quand on regarde son musée imaginaire, il a parlé énormément d'œuvres d'art. Donc on a pu en sélectionner certaines. Ensuite, on s'est intéressé à tous les artistes qui ont travaillé directement sur Lacan. On s'est aperçu qu'il y en avait énormément, et surtout des contemporains. Donc ça voudrait dire qu'il y avait une résonance contemporaine chez les artistes sur la pensée de Lacan. Et après, on s'est permis avec Bernard Marcadet d'opérer un choix d'association libre, on pourrait dire, d'œuvres qui pour nous faisaient écho à la pensée de Lacan. Et à partir de cette base de travail, on s'est dit on va reprendre les principaux concepts de Lacan, ceux dont tout le monde parle, même si on ne les connaît pas, même si on ne les comprend pas, qui sont donc le stade du miroir, le point de départ. Le point de départ, ensuite la langue, très important pour la psychanalyse, les lapsus, les jeux de mots, l'inconscient est structuré comme un langage. Ensuite, le nom du père, c'est quelque chose de très d'actualité, qui est une remise en cause du patriarcat et comment les artistes femmes peuvent se situer par rapport au fameux nom du père. Ensuite, quelque chose de très caractéristique qui est l'objet petit a, qui est une invention de Lacan, qu'il reprend un peu de Freud, mais qui sont tout ce qui tombe du corps, tout ce qui sort, tout ce qui tombe, tout ce qui chute. Voilà, des morceaux de corps détachés, donc les corps en morceaux, le sein, le phallus, mais aussi la merde, la voix, le regard. Après, on a évidemment la femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel, la jouissance, qui est un grand apport de Lacan à la jouissance féminine. Et donc, le visiteur est invité à parcourir un peu tous ces concepts à la lecture et en regardant les œuvres d'art qui sont des échos. Ici, par exemple, on est dans une section de l'anatomie n'est pas le destin. On voit à la fois, par exemple, Jacqueline Lacan, la féminisation de tous les artistes, mais on voit aussi la métamorphose d'un jeune homme en femme ou d'une femme en jeune homme, tous ces troubles dans le genre des identités. Donc tout ça, ce sont des questions d'actualité auxquelles Lacan peut apporter des repères. Lacan lui-même était ami avec de nombreux artistes, d'ailleurs. C'est très important de rappeler, parce que sa thèse, qu'il a fait en 1932, sur la psychose et la paranoïa, est très influencée par Dali. C'est pour ça qu'on a un très beau tableau de Dali dans l'exposition. On voit une vision double. On voit à la fois un cheval, une jeune fille et un lion. Et ça, c'est la vision paranoïaque que Dali
développe aussi dans la revue Minotaure, donc ce lien avec les artistes et surtout avec Dali est très important. Il a connu bien Marcel Duchamp, Picasso. On le voit par exemple pendant la guerre, très lié avec Dora Maar, qu'il va soigner, la compagne de Picasso, parce que Dora Maar fait à un moment un acte de délire et Picasso appelle au secours Jacques Lacan qui va soigner Dora Maar. Lacan était d'ailleurs même le médecin au sens médical de Picasso. Il lui faisait des ordonnances. Donc tout au long de sa vie, on voit que c'est ponctué de relations avec les artistes et avec l'art. Oui, il était vraiment amoureux de l'art et lui-même d'ailleurs collectionneur. Et lui-même collectionneur. Détenteur de l'origine du monde. Détenteur de ce fameux tableau de Courbet de l'origine du monde, qui a toujours été un tableau assez privé pour collectionneurs et qui a toujours été caché. Oui. Donc Lacan, quand il l'a installé, il l'achète en 1955 dans sa maison de campagne, il a repris la tradition qu'avaient les autres propriétaires, qui était de cacher soit par un rideau, soit par un tableau. Et là, il a demandé un tableau à Masson. Et revenons sur l'arrivée de cette toile emblématique qui a fait le voyage depuis le musée d'Orsay, qui en est aujourd'hui le propriétaire. Un voyage sous haute surveillance. Le convoyeur ou la convoyeuse arrive, on ouvre la caisse, on vérifie que rien n'a bougé à l'intérieur. Et ensuite, l'œuvre est positionnée pour qu'on vérifie son état, pour être certain que l'état est identique à celui du départ de l'œuvre depuis l'institution, enfin là en l'occurrence le musée d'Orsay. Voilà. Donc on va examiner à la fois la peinture et le cadre. Donc moi j'ai l'habitude de commencer par la peinture. On a un visuel avec des annotations dessus et on vérifie que tout est conforme et qu'il n'y a rien de nouveau. Parfois on peut noter des choses supplémentaires mais qui étaient déjà là mais que la personne sur place n'a pas estimé nécessaire d'indiquer parce que ce n'est pas une altération. Ce qu'on note, c'est vraiment qu'on veut attirer l'attention dessus parce qu'on peut dire là, on a un risque de soulèvement de la couche picturale, on a une craquelure qui n'a pas été indiquée, pourtant elle est importante. Voilà. Dans les collections du musée d'Orsay, c'est on peut dire la deuxième Joconde du musée d'Orsay après l'Olympia de Manet. On est effectivement face à un nu féminin, mais qui a un traitement tout à fait particulier puisqu'on est effectivement en gros plan, quasiment en cadrage photographique sur un sexe féminin. Et en même temps, c'est pas pornographique ni totalement érotique. Il y a ce regard quand même, cette peinture assez douce avec cette lumière quasiment de la peinture italienne du XVIe siècle. C'est pas cru non plus. Il y a un regard anatomique, un regard collectionneur, puisque l'œuvre a été créée pour un collectionneur, un diplomate turc, Khalil Bey. Donc Courbet l'offre avec une autre peinture. Et ensuite, c'est vrai que l'œuvre a son histoire vraiment très, très particulière, puisqu'elle était présentée sous un rideau. Enfin, il y a une mise en scène qui a toujours été faite par les différents collectionneurs, dont Lacan qui la recouvre d'un tableau de Masson ensuite. C'est plus qu'émouvant, mais bon, c'est une expérience pour le regard, oui, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on voit, parce que la question qui est posée par toute œuvre d'art, c'est qu'est-ce qu'on voit. Est-ce que c'est un sexe de femme ou est-ce que c'est un tableau de Courbet? Moi, je pense que la force de ce tableau, c'est que c'est à la fois la représentation d'un sexe de femme, mais que c'est aussi un chef-d'œuvre de la peinture. Mais avant de faire la découverte de cette toile, il vous faudra donc cheminer au fil de la pensée de Jacques Lacan et commencer par découvrir ce qui a été sa première contribution à la psychanalyse en 1936, le stade du miroir. Un stade fondamental qui manifeste d'emblée son intérêt pour la question des images. Ce que le stade du miroir met en évidence, c'est le rôle de l'image pour l'être humain. L'importance c'est la reconnaissance le fait que le petit garçon, la petite fille se reconnaît à un moment. Pendant un temps, il ne se reconnaît pas, et puis à un moment, il se reconnaît dans le miroir et va pouvoir accéder à la fonction du je, va pouvoir dire moi en s'étant reconnu, en supposant tout de même, en ayant en tête que pour dire ça, il est comme il ne marche pas encore, il est dans les bras de sa mère, donc il y a un tiers. Oui. Il y a un tiers qui le regarde. Avec une reconnaissance de l'autre. Il se reconnaît, mais il ne se reconnaît pas tout seul. Oui. Il y a quelqu'un qui est là pour lui dire « c'est toi ». Tu vois, c'est toi qui es dans le miroir. Et c'est une expérience fondatrice.
Et c'est ce qui explique la présence de la toile de Caravage, d'ailleurs, Narcisse, ici, dans cette elle, salle. elle est tout à fait essentielle dans cette histoire. Une toile que Lacan a été voir spécialement à Rome. Là, on a le concept de la langue aussi qui est évoqué. La langue, Oui, finalement, la langue. c'est peut-être le stade qui vient juste après, finalement, le stade du miroir, avec les premiers balbutiements. Qu'est-ce que c'est exactement? D'une certaine manière, oui. La langue, en 2 mots, c'est une langue normée. C'est la langue qu'on apprend, c'est la langue qu'on étudie. La langue, c'est la langue de chaque individu. Et quelque chose qui n'est pas non plus en rapport avec l'intérêt que Freud a pu avoir pour les jeux de mots, les inventions que la langue permet, qui ne sont pas comprises dans ce qu'on appelle la langue en tant que telle, où les linguistes étudient la langue telle qu'on la parle. Alors que la langue en un mot, c'est une langue qu'on ne comprend pas, véritablement. C'est tous les défauts de langue que chacun peut avoir. Oui. Est-ce que notre langage dans l'inconscient, ça serait aussi la langue? Oui, c'est la langue. C'est absolument lié à ce que Lacan dit sur l'inconscient, absolument. Au fil de sa carrière, Jacques Lacan aborde quantité de questions qui continuent, aujourd'hui encore, de résonner en chacun de nous. Autant de questions qui permettent de réunir ici une multitude d'œuvres d'art allant du XVIe siècle à nos jours. Des œuvres qui témoignent de l'importance de l'art dans son travail et plus largement dans nos vies. Lacan est très lié aux artistes de son temps, Oui. mais c'est aussi quelqu'un qui s'est appuyé sur les œuvres d'art pour développer tout un tas de pans de son enseignement, que ce soit des œuvres plastiques, que ce soit des œuvres littéraires ou des œuvres théâtrales. Lacan, c'est un formidable érudit, très curieux, et son enseignement pioche autant dans les mathématiques, dans la linguistique, dans la philosophie que dans les arts de toutes les époques. Il a vu dans l'art quelque chose qui avait un écho pour sa pensée psychanalytique. C'est-à-dire qu'il a renversé véritablement, juste Freud d'une certaine manière avait déjà vu ça, que l'art avait quelque chose à voir avec la psychanalyse, mais je pense que encore une fois avec Lacan, il va beaucoup plus loin et il fait de l'art vraiment le lieu qui permet d'ouvrir et de comprendre les grandes idées de la psychanalyse. Parmi elles, la question de la chute, du ratage, qui apparaissent comme des éléments positifs pour Jacques Lacan. La chute à laquelle, sans nul doute, fait écho cette œuvre de Latifa Eshakh, mais pas que. Il est évident que dans cette œuvre de Latifa Eshakh, il y a une référence directe aux cieux, au ciel, je ne sais pas si on dit les cieux, le ciel, de Magritte. Et ce qui est intéressant, c'est déjà Magritte travaillait la question de l'illusionnisme. Toute son œuvre, c'est une critique de l'illusion, que la peinture, c'est une illusion. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas bien sûr un ciel. Mais ceci, non seulement ce n'est pas un ciel, mais c'est un ciel de théâtre qui est en train de tomber. Ça montre la fin de nos illusions. Que d'une certaine manière, on sait qu'une peinture, c'est une peinture, ce n'est pas la réalité, mais là, il y a un tour de vis supplémentaire. La peinture est un décor qui tombe. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la pensée de Lacan, de faire de la chute, non pas quelque chose de dramatique, mais quelque chose qui est au cœur de notre lutte qu'on doit avoir contre l'illusion, contre l'illusionnisme. On a l'idée comme ça que la psychanalyse, c'est tragique. Oui, c'est tragique d'une certaine manière parce que on a affaire aux symptômes, on a affaire à la souffrance, on a affaire au langage entravé, etc. Tout ce que traverse une analyse. Mais la vérité, c'est que lorsque on commence à toucher aux questions de jouissance, de la langue, du corps, etc., c'est-à-dire que la sortie d'une analyse, c'est pas le tragique. C'est souvent le comique, c'est se rendre compte qu'on a souffert de quelque chose qui était absolument sans sens. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ordonnancement d'une vie qui soit type, qui soit standard. Et c'est ça que nous apporte
Lacan, c'est-à-dire une focale sur la singularité. Vous parlez des œuvres des artistes et de singularité, justement derrière nous, Oui, deux œuvres oui, comme ça, Oui. qui se répondent oui. et qui vous parlent particulièrement. Absolument. Alors Pascal Gobelot qui a fait une reproduction au plus près et au plus fidèle du Grand Vers de Marcel Duchamp. Et puis derrière, une œuvre d'une artiste qui s'appelle Maria Martins, qui était maîtresse de Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, quand il a fait sa donation pour le musée à Philadelphie, il avait imaginé cette mise en abîme de ces deux œuvres. Parce que Maria Martins était mariée, personne ne savait qu'ils étaient amants, et c'était plus qu'un clin d'œil pour elle. C'est une mise en abîme de leur amour. Et ici, on l'a choisi de mettre ces œuvres dans une section qu'on a appelée « Le rapport sexuel n'existe pas ». C'est une très grande ouverture de Lacan par rapport à la psychanalyse de Freud, disant que les relations sexuelles entre hommes et femmes et entre les sexes et les différents sexes existent, mais le rapport en tant que tel, au sens mathématique, il n'existe pas. On ne peut pas nous donner la fiche technique de ce que c'est que le rapport entre un homme ou une femme ou avec un autre sexe. Et à signifier que le rapport sexuel n'existe pas, Jacques Lacan se plaît à bousculer nos idées préconçues. Preuve ici encore, dans cette salle consacrée au phallus, qui contre toute attente n'est pas le pénis que l'on voudrait y voir, mais le signifiant majeur du désir. Vous savez, le phallus, c'est un objet que les femmes, dans l'Antiquité, se promenaient avec des phallus. C'était un signe pour la fécondité. Pour Lacan, il est très important, ce rituel du phallus, parce qu'il est voilé. Il est voilé, c'est-à-dire qu'il est... Et donc, il y a la cérémonie du dévoilement du phallus dans les Dionysies ou dans les bacchanales. Et donc, il était très, très impressionné par ce rituel. Donc, le phallus est toujours voilé, mais ça veut dire que ce n'est pas, évidemment, le pénis exactement. Donc, c'est souvent des phallus hors normes. Mais ici, ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre de Constantin Brancusi, que tout le monde a vu à l'époque comme un phallus, c'est en réalité le portrait de Marie Bonaparte. Et oui, Marie Bonaparte, d'une psychanalyste donc, qui a introduit la psychanalyse en France. Et Lacan avait des relations très fortes avec Marie Bonaparte. Mais tout le monde, Picasso et Matisse, les premiers ont dit, vous avez vu le phallus? C'est-à-dire quand il a été exposé au début du XXe siècle, tout le monde y a vu un phallus. Ce qui se passe, c'est que en travaillant la sculpture à ce point d'abstraction, Brancusi est arrivé à une forme finalement assez phallique, mais qui est la forme de la sculpture. C'est-à-dire la sculpture jusqu'à Brancusi, d'une certaine manière, est érectile, est toujours érectile. C'est pour ça que nous avons mis en relation cette œuvre de Constantin Brancusi avec une œuvre de Karl André, un artiste américain du XXe siècle, qui est toujours vivant d'ailleurs, en disant qu'il avait mis Pria Pater. Son analyse, c'était de dire que jusqu'à Brancusi, la sculpture était phallique, était priapique. Elle était toujours en érection, et que lui, son désir, c'était de faire tomber cette prétention phallique de la sculpture et de la mettre à terre. Donc il a décidé, et sa décision est très forte, de mettre Pria Pater. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce chemin sur lequel d'ailleurs on peut marcher, c'est d'ailleurs une sculpture sur laquelle on peut marcher, ce n'est pas une sculpture où il y a une mise à distance. Donc il y a vraiment là aussi une chute, encore une fois une chute des valeurs héroïques de la sculpture qui est tout le temps en érection. On érige une sculpture d'ailleurs. Hein, voilà. Alors lui, au contraire, il la dépose. Et à quelques pas de là, mais dans un tout autre style, Francisco de Zurbarán dépose quant à lui les yeux de la martyre Sainte-Lucie sur un plateau, une toile de maître prêtée par le musée de Rouen. Ce que l'on voit, c'est que pas du tout un martyr comme on le voit d'habitude, c'est-à-dire quelque chose de dramatique, de pathologique, dans lequel, effectivement, parce que Sainte-Lucie, c'est quand même quelqu'un qui a eu les yeux arrachés. Mais Lacan fait une analyse de cette œuvre très, très, très lumineuse. Cette œuvre montre une Sainte-Lucie apaisée, qui met dans son plateau ses yeux, qui nous offre ses yeux en pâture, d'une certaine manière. Et ces yeux, quand on regarde bien, ne sont pas comme des yeux sur un plat ou comme des œufs sur un plat. Ce sont des yeux qui nous regardent. Et voilà, c'est-à-dire ce qu'elle nous offre, c'est son regard. Et nous pouvons du même coup déposer aussi notre regard dans ce tableau de cette manière. Donc c'est une double offrande. C'est l'offrande du personnage de Sainte-Lucie, mais qui nous oblige d'une certaine manière à nous offrir aussi
à offrir notre regard. Et voilà, et c'est pour ça que je trouve cette œuvre très lacanienne, parce que Lacan n'a cessé de parler du regard comme quelque chose qui C'est était... très présent la question du regard chez Lacan. Absolument, c'est au cœur de sa pensée analytique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont les œuvres qui nous regardent ou est-ce que c'est nous qui regardons les œuvres? D'abord, c'est vrai que nous les regardons, mais les œuvres ont une façon de nous regarder, nous, sous la forme de nous interroger. L'importance que Lacan peut donner aux œuvres d'art, c'est le fait que justement nous soyons devant des énigmes qui nous interrogent, nous, spécifiquement, je veux dire personnellement, subjectivement. C'est pas, donc c'est en ce sens-là que c'est pas un rapport à l'histoire de l'art. Il faut que les historiens d'art nous expliquent les œuvres, etc. Mais quelquefois, vous vous promenez dans un musée, vous vous arrêtez devant un tableau et vous ne savez pas très bien pourquoi, peut-être parce qu'il vous plaît, parce qu'il est très beau, parce que tout ça, mais il y a peut-être quelque chose de plus personnel qui est en jeu, dont vous ne savez pas toujours ce que ça peut être. La jouissance, on l'a vu, elle est au cœur des concepts lacaniens. Il y a jouissance à venir ici et à parcourir cette exposition. Oui, absolument. Il se trouve que Lacan, il s'est décrit comme baroque. Lire Lacan, c'est un vrai travail. Et moi, ce que j'aime dans cette exposition, c'est que ça parle autour de Lacan, ça parle de Lacan, ça parle des concepts de Lacan, ça parle de la psychanalyse, mais il n'y a pas d'unisson. Ce sont des voix singulières. Ouais. Et c'est ça la psychanalyse au fond, c'est à rendre à un sujet sa voix singulière. Donc c'est pour ça que c'est jouissif, parce que ça dit quelque chose du réel, de l'humain. Pas de règles, pas de normes, pas d'étalons, pas de maîtres. C'est ça le grand côté subversif de Lacan et de sa psychanalyse. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, à votre avis, d'une telle exposition? À mon avis, il aurait été enchanté. C'est pas du tout dans l'idée de se voir honoré, monumentalisé, etc. C'était pas son genre du tout. Mais l'idée qu'on vienne incarner ce qu'il a pu dire sur le rapport que l'art a avec la psychanalyse, ça l'aurait tout à fait séduit, je pense. C'est pas moi qui ai fait, ni l'homme ni la femme. Un autre s'en est chargé. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.